Les montagnes blanches. Premier tome de la trilogie des tripodes de John Christopher. Traduit de l'anglais par Michel Postlaniec. Chapitre 8. Fuite et poursuite. Je ne leur ai rien dit d'Héloïse, ni de ce qui m'avait fait changer d'avis. Ce n'était pas seulement parce que j'avais honte d'admettre que j'avais sérieusement songé à rester au château et à me laisser coiffer, dans l'espoir des récompenses consécutives, bien que je fusse affreusement honteux. C'était aussi parce que je ne voulais parler d'Héloïse à personne. Par la suite, Henry fit une ou deux réflexions perfides, qui se rapportaient de toute évidence à elle, mais je les ai ignorées. À ce moment-là, il était d'ailleurs encore trop ému par mon apparition pour en dire beaucoup. De la façon dont je l'ai relaté, cela paraissait sensé et bien pensé d'avoir cru préférable de leur donner 24 heures d'avance, puis de voler un cheval pour les rattraper. Cela nous donnait toute chance de réussir. Je leur ai parlé de mon aventure avec le tripode. Je croyais qu'ils pourraient m'éclairer un peu, que Beanpole, au moins, serait capable d'échafauder une théorie explicative. Mais ils furent aussi désemparés que moi. Beanpole voulait que j'essaie de me rappeler si j'avais effectivement été emmené à l'intérieur du tripode et à quoi cela ressemblait. Mais bien sûr, j'en étais incapable. Ce fut Beanpole qui déclara qu'on devait laisser partir Aristide. Je n'y avais pas réfléchi, sinon d'une façon vague en imaginant que si je retrouvais les deux autres, je pourrais généreusement leur permettre de le monter tout en restant son propriétaire. Mais c'était vrai, comme le fit remarquer Beanpole, que 3 garçons et un cheval, contrairement à 3 garçons à pied ou un seul à cheval, composaient un tableau qui faisait naître les soupçons. À regret, j'ai accepté le fait que je ne pouvais pas le garder. Nous avons ôté la selle à cause des armes de la tour rouge qui étaient gravées et l'avons cachée derrière un rocher en la recouvrant de terre et de pierre pour la masquer un peu. Elle finirait par être découverte, mais pas aussi vite qu'Aristide. C'était un beau cheval, et quiconque le verrait, seul et sans harnais, ne chercherait sans doute pas trop longtemps son propriétaire. Je l'ai débridé et il a secoué la tête, libre. Puis je lui ai donné une claque sur l'arrière-train. Il s'est cabré, a fait quelques mètres, puis s'est arrêté en me regardant. J'ai cru qu'il ne voulait pas me quitter, et j'ai essayé de trouver quelque excuse pour le garder encore un peu. Mais il a henni, secoué la tête, puis a pris le trot en direction du nord. J'ai tourné la tête pour ne pas le voir s'en aller. Nous avons repris notre route, à nouveau réunis tous les 3. J'étais très content de leur compagnie, et j'ai tenu ma langue quand Henry, qui avait retrouvé son humeur sarcastique, me fit quelques remarques désobligeantes sur l'aspect pénible de la marche après la vie de luxe que j'avais connue au château. Beanpole l'a fait taire. Beanpole, me semblait-il, considérait comme allant de soi d'être le chef de notre petit groupe, dans la mesure où il en fallait un. Je n'avais d'ailleurs pas envie de le contester, du moins pour le moment. Je trouvais effectivement la marche fatigante. Les muscles utilisés ne sont pas les mêmes que ceux qui servent à cheval, et j'étais certainement en mauvaise condition physique, consécutivement à ma maladie et à la convalescence oisive et prolongée qui l'avait suivie. Cependant, je serrais les dents pour ne pas rester en arrière et ne pas montrer ma fatigue. Mais je fus content quand Beanpole décida une halte pour manger et nous reposer. Cette nuit-là aussi, quand nous avons dormi à la belle étoile sur le sol dur au lieu du matelas de plumes auquel je m'étais habitué, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir quelques regrets, mais j'étais si fatigué, n'ayant pas dormi la nuit précédente, que je ne suis pas resté longtemps éveillé. Le matin, cependant, tous mes membres étaient douloureux, comme si on m'avait roué de coups toute la nuit. C'était encore une belle journée qui s'annonçait, sans même le vent qui nous avait rafraîchi la veille. Cela ferait le 4e et avant-dernier jour du tournoi. Il y aurait la mêlée et le jeu des bagues. Héloïse porterait sa couronne et récompenserait les vainqueurs. Et le lendemain, nous avons atteint le col indiqué sur la carte peu de temps après nous être remis en route. Nous avons suivi une rivière qui venait des collines, son cours interrompu parfois par des cascades exubérantes, certaines très larges. Plus haut, la carte montrait un endroit où une autre rivière rejoignait celle-là, en restant tout près un certain temps, et nous l'avons atteinte avant le soir. Cette seconde rivière, hormis à quelques endroits où elle avait débordé, était étrangement droite et de largeur uniforme. En outre, elle coulait à de niveaux différents, le passage de l'un à l'autre s'opérant par des dispositifs manifestement faits par les anciens
et à présent constituée de madriers pourris, de rouages en fer rouillés et d'autres choses. Beanpole, bien sûr, élucida tout cela avec grand plaisir. Des hommes avaient construit la seconde rivière en creusant son lit, et peut-être en prenant l'eau à l'autre. Il nous a montré qu'il y avait, sous l'herbe et la végétation qui recouvraient les rives, des briques soigneusement posées et cimentées. Quant au dispositif, c'était un moyen pour permettre au bateau de passer d'un niveau à l'autre de la rivière, une méthode de remplissage et de vidage du court palier entre les deux sections qui étaient à des hauteurs différentes. Ces explications sonnaient justes, mais il avait le don de rendre plausibles des choses fantastiques. Il se laissait porter par son enthousiasme alors que nous marchions le long de cette rivière. Cela pouvait être, avait été, il en était sûr, un chemin de fer aquatique, avec des bateaux remorquant des voitures au fil de l'eau, et des gens qui en descendaient et montaient là où il y avait les rouages et autres. « Avec ta bouilloire à vapeur pour les faire avancer ?» dit Henry. « Pourquoi pas? C'est pas l'eau qui manque, en tout cas. » Je dis alors. « Certains des arrêts semblent très rapprochés, et d'autres très éloignés, et il n'y a pas de traces de village, seulement les ruines d'une petite maison, et parfois rien. » Il me répondit avec impatience. « On ne peut pas comprendre tout ce que les anciens ont fait. Mais ils ont construit cette rivière, c'est sûr, et ont dû par conséquent l'utiliser. Ça pourrait encore fonctionner. » Quand la rivière droite a fait un virage presque sur elle-même avant de continuer vers le nord, nous l'avons laissée. Le paysage devint ensuite beaucoup plus accidenté, avec encore moins de traces de culture et d'habitations humaines. De nouveau, nous devions pourvoir à notre ravitaillement. Nous avions terminé ce que nous avions pris au château, et les cueillettes étaient assez restreintes. À un moment très critique, nous avons trouvé le nid d'une poule sauvage. Elle était en train de couver ses 14 œufs, et nous en avons mangé 10, conséquence d'un fort appétit. Les autres étaient mauvais. Nous l'aurions bien mangé aussi, si nous avions pu l'attraper. Enfin, du haut des collines, nous avons vu une large vallée verte où coulait une grande rivière. Au loin, se dressaient d'autres collines. Au-delà, selon la carte, se trouvaient les montagnes qui marquaient la fin de notre voyage. Nous avions parcouru un long chemin et en avions encore beaucoup à faire, mais la vallée était quadrillée de champs et on voyait des maisons, des fermes et des villages. Il y avait de la nourriture en bas. Pourtant, la rapine s'avéra moins facile que nous l'avions cru. Nos 3 premières tentatives furent infructueuses à cause de chiens qui aboyèrent furieusement. La 3e à cause du fermier lui-même qui s'est réveillé et nous a poursuivis en criant au moment où nous nous souvions de sa cour. Nous avons trouvé des champs de pommes de terre et avons réussi à calmer notre faim la plus criante, mais la pomme de terre crue est bien pauvre au régime pour voyager dans des conditions difficiles. J'ai pensé avec tristesse à toute la nourriture qui allait se perdre au château. Ce devait être alors, ai-je calculé, le jour de la cérémonie, jour de bonne chère par excellence, plus encore que durant le tournoi. Mais en pensant à cela, j'ai songé à Héloïse, qui ne serait pas de la fête. Il y avait des choses pires que la faim, des maux plus rudes que le malaise physique. Le lendemain matin, notre chance a tourné. Nous avions parcouru la moitié de la vallée, ayant traversé la rivière à la nage, et ensuite laissé le soleil nous sécher, allonger, épuisé sur la rive. Et nous arrivions à nouveau sur des hauteurs. Il y avait un village que nous avons largement contourné, mais même de loin, nous avons remarqué l'animation. Des drapeaux et des bannières étaient sortis pour faire quelques fêtes locales. J'ai pensé à une cérémonie, mais Beanpole a dit que c'était plutôt l'une des nombreuses fêtes religieuses qu'il y avait au cours de l'année. Elles étaient plus courantes dans ce pays qu'en Angleterre. Nous avons observé quelque temps, et avons été témoins du départ des habitants d'une ferme à quelques centaines de mètres du bosquet où nous étions. 2 cabriolets ont été avancés devant la porte principale, les chevaux décorés de rubans. Les gens se sont entassés dedans en habits du dimanche. Ils paraissaient riches et bien nourris. Je dis, l'air affamé. « Croyez-vous qu'ils sont tous partis ?» Nous avons attendu que les cabriolets soient hors de vue avant d'aller en reconnaissance. Beanpole s'est approché de la maison pendant que Henry et moi attendions à proximité. S'il trouvait quelqu'un, il s'excuserait et s'en irait. Sinon... Il n'y avait même pas de chien. Peut-être l'avait-il emmené avec eux à la fête. Et nous n'avons pas eu à forcer la porte. Une fenêtre était restée assez ouverte pour que je me faufile et tire les verrous de la porte pour les autres. Sans perdre de temps, nous sommes allés droit au garde-manger. Nous avons liquidé la moitié du noix, un rôti de porc froid et tartiné du fromage de tête sur du pain croustillant. Après avoir mangé tout notre sou, nous avons rempli nos sacs et sommes repartis replets et un peu alourdis. Un peu coupables aussi. C'était l'acte de piraterie, ou de vol si vous préférez,
le plus important que nous avions commis jusqu'alors. Les cloches résonnaient encore dans la vallée et une procession se déroulait dans la rue principale du village. Des enfants en blanc, suivis de leurs aînés, y compris sans doute le fermier et sa femme qui, en rentrant, retrouveraient leur garde-manger dévalisé. J'imaginais le désarroi de ma mère, la colère froide de mon père devant un tel pillage. À Werton, on ne renvoyait pas les étrangers le ventre vide, mais les règles du mien et du tien étaient sacro-saintes. La différence était que nous n'étions pas des étrangers, mais des hors-la-loi. À notre pauvre petite manière, nous étions en guerre, essentiellement contre les tripodes, mais indirectement contre tous ceux qui, quelle qu'en fût la raison, les soutenaient, y compris, je me forçais à le regarder bien en face, ceux que j'avais connus et aimés au château de la Tour Rouge. Tout le monde était contre nous dans ce pays ennemi que nous traversions. Nous ne pouvions compter que sur notre intelligence et sur notre débrouillardise. Pas de recours aux traditions possibles. Plus tard, nous avons vu un tripode dans la vallée. Le premier depuis quelques jours. J'ai cru que Beanpole s'était trompé et que ce tripode allait au village pour une cérémonie. Mais il s'est arrêté loin de toute habitation, à près d'1 kilomètre de nous. Il est resté là, aussi immobile et inanimé en apparence que celui du château. Nous avons marché un peu plus vite en restant cachés le plus possible, bien que cela semblât inutile. Il n'y avait aucune raison de nous croire repérés, ni même de penser qu'il pouvait nous voir. Il ne donnait pas l'impression de vouloir nous suivre. 1 heure après, nous l'avions perdu de vue. Nous revîmes le tripode, ou un semblable, le lendemain matin, et encore une fois, il s'arrêta à quelque distance de nous et attendit. Nous avançâmes encore, et le perdîmes de vue. Il y avait plus de nuages dans le ciel qu'avant, et le vent était violent. Nous avions terminé la nourriture prise à la ferme. Beanpole avait voulu le rationner, mais pour une fois, Henry et moi l'avions emporté, et nous n'en avions pas trouvé d'autre dans le courant de la journée. Nous avions un nouveau faim, d'autant plus, sans doute, que nous avions bien mangé la veille. Vers le soir, nous avons grimpé entre des plants serrés et tuterés, sur lesquels poussaient des grappes de petits fruits verts. Ils se recueillis une fois gros et mûrs, et leur jus pressé pour faire du vin. Il y avait quelques champs semblables près du château, mais je fus étonné de la quantité à cet endroit et de voir comme les champs, ou plutôt les terrasses, étaient disposés de façon à recevoir la pluie et le soleil. J'avais assez faim pour essayer 1 ou 2 des plus gros fruits, mais ils étaient durs et acides, et je dus les cracher. Nous avions dormi précédemment à la Belle Étoile, mais le temps risquant de changer, nous avons décidé que ce serait peut-être mieux de trouver un abri pour la nuit. En fait, nous avons découvert une cabane plutôt précaire à la jonction de 3 champs. Nous rappelant notre dernière aventure, nous craignions d'y entrer, mais Beanpole nous a assuré que c'était un endroit qui n'était utilisé qu'au moment de la cueillette, et il est vrai qu'il n'y avait aucune habitation en vue, seulement les longues rangées de piquets et de plants se perdant dans l'obscurité. La cabane était nue, sans même une chaise ou une table, mais le toit, bien que laissant voir le ciel par endroits, nous protégerait de la pluie. C'était un soulagement d'avoir un refuge. Et en furetant partout, nous y avons aussi découvert de la nourriture, bien qu'à peine comestible. Elle consistait en rangées d'oignons, comme ceux que les hommes en vareuse bleue venant de l'autre côté de la mer apportaient parfois à Werton. Mais ceux-ci étaient rabougris et secs, quand ce n'était pas pourri. Ils avaient dû être apportés lors de la dernière cueillette, mais on avait du mal à comprendre pourquoi ils avaient été laissés là. En tout cas, ils calmèrent un peu les protestations de nos ventres. Nous nous sommes assis à l'entrée de la cabane, et tout en mâchonnant, nous regardions la clarté disparaître derrière les collines. C'était paisible, et même avec un souper de vieux oignons rassis et la perspective d'une nuit sur un sol d'argile dure, je me sentais plus heureux que je ne l'avais encore été depuis mon départ du château. Tout ce qui m'avait troublé semblait disparaître avec l'éloignement. Et nous progressions bien. Dans quelques jours, nous aurions atteint les montagnes. C'est alors que Henry est allé de l'autre côté de la cabane, et un instant après, il nous a appelés. Il n'a pas eu besoin de préciser pourquoi. Le tripode était ancré au flanc de la colline, à un peu plus de 500 mètres. Henry dit « Croyez-vous que c'est le même ?» Je dis « Il n'était pas là quand nous sommes arrivés à la cabane. J'avais regardé de ce côté. » Henry dit, mal à l'aise « Bien sûr, ils se ressemblent tous. » « Nous devons repartir, » dit Beanpole. « C'est peut-être une coïncidence, mais il vaut mieux ne pas prendre de risques. » Nous avons abandonné la cabane et gravi la colline. Cette nuit-là, nous avons dormi dans un fossé, et mon sommeil fut troublé, bien qu'il n'ait heureusement pas plu. Mais je doute que j'eusse bien dormi dans la cabane,
avec la présence de cette monstrueuse sentinelle dehors. Le tripode avait disparu quand nous nous sommes mis en route le matin, mais peu après notre arrêt de midi, celui-là ou un autre apparut au-dessus de la colline derrière nous et s'immobilisa à la même distance. Je sentis trembler mes jambes. Beanpole dit « Il faut le semer. »« Oui, mais comment ?» dit Henry. « Nous l'aidons peut-être, » répondit Beanpole, « en restant à découvert. » Devant nous s'étalaient les champs, certains de vignes, d'autres de cultures différentes. À gauche, un peu à l'écart de notre route, il y avait des arbres, probablement la lisière d'une forêt qui semblait se prolonger au-delà des plis du terrain. « Nous verrons s'il peut nous repérer à travers les branches et les feuilles, » dit Beanpole. Nous avons longé un champ de navets avant de pénétrer dans la forêt, et nous avons rempli nos sacs, conscients qu'il y aurait sans doute peu d'autres occasions de ravitaillement. Ce fut un immense soulagement d'être cachés. Le plafond de verdure était épais au-dessus de nos têtes. Nous ne voyions plus qu'épisodiquement des fragments de ciel, et plus du tout le soleil. C'était plus difficile de progresser, bien sûr, et plus fatigant. Par endroits, les arbres étaient très serrés, en d'autres, le sous-bois était si dense que nous devions le contourner, plutôt que de perdre notre temps à essayer de le traverser. Au début, nous nous attendions presque à entendre le tripode nous suivre dans la forêt, mais comme les heures passaient sans que rien ne se produise, sinon les bruits ordinaires des bois, les oiseaux, le babillage d'un écureuil, un grognement lointain qui était sans doute celui d'un sanglier, nous avons fini par être persuadés que, réalité ou non, cette idée de poursuite n'était plus de mise. Nous sommes restés dans la forêt cette nuit-là, achevant notre journée un peu plus tôt grâce au hasard heureux qui nous fit tomber sur une hutte de bûcheron. Il y avait du petit bois, et j'ai fait du feu, tandis que Henry allait poser les 2 collets trouvés au mur, à l'entrée des terriers de lapins tout proches. Il en a attrapé un qui sortait faire sa promenade du soir, et nous l'avons dépioté et fait rôtir au-dessus des bûches. Nous l'avons mangé tout seul. Il restait bien quelques navets, mais à cette heure, nous en avions plus qu'assez. Le lendemain matin, nous sommes repartis vers les terrains découverts que nous avons atteints en un peu plus d'1 heure. Il n'y avait nulle trace du tripode, et nous avons attaqué de pied ferme la nature plutôt sauvage, avec quelques prairies où paissaient vaches et chèvres, et parfois des carrés de pommes de terre ou l'équivalent, mais le plus souvent de la lande, herbes et buissons rabougris, dont certains portaient de grandes quantités de baies bleues au goût sucré et délicat. Nous nous en sommes gavés et avons rempli nos sacs de petites pommes de terre. Le terrain s'élevait régulièrement et en même temps se dénudait. La forêt avait disparu à l'est, mais il y avait des bosquets de pins qui s'épaississaient pour former des bois. Nous avons traversé leur douce quiétude où tout chant d'oiseaux était assourdi et lointain, puis vers le soir, nous sommes arrivés en haut d'une corniche sous laquelle, sur plus de 100 mètres, les pins venaient d'être abattus. Les souches marquées par la hache faisaient des taches claires, et beaucoup d'arbres étaient encore là où ils étaient tombés, attendant d'être emportés. C'était un bon lieu d'observation. Nous pouvions suivre des yeux la pente, puis passer par-dessus la crête vert foncé des arbres et remonter vers les collines plus élevées. Et au-delà, très loin, semblant très petites et cependant majestueuses, leurs sommets blancs colorés de rose par le soleil couchant appuyé contre le bleu soutenu du ciel, je m'émerveillais en pensant que c'était cela la neige, apparaissaient enfin les montagnes blanches. Henry dit, l'air ébloui. « Oh, elles doivent faire des kilomètres de haut !» J'imagine. Les regarder me fit du bien. En elles-mêmes, elles paraissaient défier les monstres de métal qui arpentaient libres et tout-puissants les terres basses. Je pouvais enfin croire pleinement que des hommes s'y abritaient en gardant leur libre arbitre. Je pensais à cela quand Beanpole bougea soudain à côté de moi. « Écoutez !» J'ai entendu et me suis retourné. C'était loin derrière nous, mais je savais ce que c'était. Le bois qui éclate et s'écrase sous la masse imposante du métal, les pieds énormes traçant leur route à travers bois. Puis ça s'est arrêté. Nous l'avons aperçu par une petite trouée entre les arbres, découpée contre le ciel. Beanpole a dit « Nous n'avons pas été en vue de tout l'après-midi. Nous ne sommes pas non plus visibles maintenant, et pourtant il sait où nous sommes. » Je dis tristement « C'est peut-être une coïncidence ?» 2 fois, oui, même une 3e, mais pas quand la même chose se reproduit sans arrêt.
Il nous suit et il n'a pas besoin de nous voir, comme un chien suivrait une piste. Henry dit « C'est impossible !» Quand il n'y a pas d'autre explication, l'impossible est vrai. Mais pourquoi nous suivre? Pourquoi ne pas venir nous prendre? Comment savoir ce qu'ils ont en tête? Dit Beanpole. C'est peut-être qu'il est intéressé par ce qu'on fait, où on va. Tout le bonheur de la minute précédente s'était évanoui. Les montagnes blanches existaient. Elles pouvaient nous procurer un refuge, mais il fallait encore plusieurs jours de marche, et le tripode n'était qu'à quelques pas de géant. Henry demanda « Qu'allons-nous faire ?» « Il faut réfléchir, » dit Beanpole. « Jusque-là, il se contente de nous suivre. Cela nous donne du temps, mais peut-être pas beaucoup. » Nous avons descendu la pente. Le tripode ne bougea pas de sa place, mais nous n'avions plus d'illusions là-dessus. Nous avons marché en silence, découragés. Je cherchais un moyen de nous en sortir, mais plus je me concentrais, plus ça me paraissait impossible. J'espérais que les deux autres réussiraient mieux. Certainement que Beanpole trouverait quelque chose. Mais il n'avait rien trouvé à l'heure où nous nous sommes arrêtés pour la nuit. Nous avons dormi sous les pins. Il n'a pas plu, et même à cette altitude, il faisait assez chaud. Le lit d'aiguille, s'épaississant semblait-il depuis de longues années, était plus doux que tout ce que j'avais connu depuis le château. Mais ce n'était pas une grande consolation. C'était Les Montagnes Blanches, tome 1 de la trilogie des tripodes, de John Christopher. Chapitre 8. Fuite et poursuite. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.